Il y a exactement un siècle, l'explorateur anglo-irlandais Ernest Shackleton tentait la traversée de l'Antarctique dans des conditions épiques. 100 ans plus tard, une expédition composée d'aventuriers, de scientifiques et de sportifs est partie sur ses traces, 1300 km, sur un continent de glace pour sensibiliser le monde au réchauffement climatique. La sportive et aventurière suisse Géraldine Fasnacht en rentre tout juste avec des images exclusives que vous allez découvrir. Bonsoir Géraldine Fasnacht. Bonsoir. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Alors Shackleton, dont je parlais, en 1914, avait prêté ses gants à l'un de ses hommes qui avait perdu les siens. Il y avait gagné quelques doigts glacés, disons. Et vous, est-ce que ça va ? Moi ça va, j'ai tous mes doigts, j'ai tous mes orteils aussi. Et en fait c'était le début du printemps, c'est vraiment 100 ans après cette incroyable traversée de l'expédition Endurance de Shackleton. Et on a eu des conditions magnifiques et j'ai eu énormément de chance au niveau des conditions de neige. Et de refaire dans l'esprit en fait, avec cet esprit sur la traversée de Shackleton, voir ces paysages et faire cette traversée, c'était assez magique. Surtout, vu les conditions dans lesquelles ils ont dû faire cette traversée, c'était fou à imaginer. Quelle saison, en fait, c'était là quand vous y Alors étiez ? là, c'était le printemps. Ouais. C'était le printemps. Donc ça veut dire combien ? On a eu quelques pointes à moins 10, quelques fois, moins 10, moins 15, mais en général, on avait plutôt zéro. Là, on voit, il y a presque plus de neige à certains endroits, proches des fjords, et un peu de neige de printemps. Et vraiment en haute montagne, là, on a eu des belles conditions de neige poudreuse, voilà, là, on voit, où j'ai pu ouvrir une face du Trident, une des faces principales du Trident, sur la traversée de Shackleton. Alors, un documentaire va bientôt voir le jour sur cette expédition. On va justement voir des images exclusives grâce à vous. On se retrouve juste après. C'est des voyages magiques et ça arrive une fois, peut-être dans une vie ou peut-être jamais. Quand on est amoureux des montagnes et d'endroits blancs comme ça, c'est juste dingue parce qu'il y a aussi une vie avec les animaux qu'on n'a pas forcément en Antarctique. Et tout ça, ça rend encore le voyage plus magique parce que le paysage est incroyable et en plus les animaux, ça donne encore une dimension supplémentaire, je pense. C'est une chance qu'on a d'être là et de pouvoir assister à tout ça. Géraldine Fasnacht, sportive de l'extrême, aventurière suisse. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous de pratiquer votre sport de prédilection, snowboard, freeride ? On parlera tout à l'heure du wingsuit. Qu'est-ce que ça change pour vous dans ces conditions précises sur ce continent ? Déjà, c'est magique parce que depuis très longtemps, c'était un rêve pour moi de découvrir cette île de la Géorgie. C'est vraiment une île de montagne au milieu des océans du Sud. Donc, waouh, c'est juste incroyable d'être là, d'avoir le privilège d'être là, après pas mal de jours de mer. Donc, c'était assez éprouvant, les jours de mer, pour moi, je dirais. L'eau, c'est pas mon élément. C'est pas un très lourd. Non. Et en gros, les jours de terre, c'était vraiment trop bon pour moi. Dès qu'on pouvait aller en montagne, on a eu des journées magnifiques, surtout sur la fin du voyage. Au début, on a eu beaucoup de jours de mauvais. On vous voit tout de même le visage un peu marqué à un moment donné. Est-ce que c'est physique ? Comment se passent vos journées ? Quelle est votre alimentation ? Dites-nous en plus. Là, c'était l'interview s'est passée après 3-4 jours de mer où j'étais assez malade. Donc forcément, j'avais pas une très bonne Donc c'est tête. pas la faute de l'Antarctique. Non. Et puis après, on a pu enchaîner avec 2 belles journées en montagne. Alors j'ai repris un peu d'énergie, on a bien mangé. C'est vrai que c'était difficile de s'alimenter sur le bateau quand on n'était pas bien.
Alors, quelques questions peut-être sur l'expédition en elle-même. On a vu la composition d'équipe, vous étiez 9, il me semble. Oui. Comment ça s'est passé d'ailleurs ensemble? Vous venez d'horizons différents? On vient d'horizons complètement différents tous. On était réunis grâce à Luc Hardy, donc notre chef d'expédition, qui lui vraiment adore aussi ces endroits, a envie de montrer à travers la photo, à travers des bouquins, justement des endroits magiques pour essayer D'alerter? enfin pas vraiment d'alerter, mais de sensibiliser les gens à la beauté de ces paysages. Et donc il y avait deux explorateurs anglais, David Hempelman Adams et Justin Paxhaw, qui ont déjà aussi fait beaucoup d'expéditions. Deux soldats anglais blessés à la guerre en Afghanistan. Et bien sûr un spécialiste des pôles, François Bernard, qui a fait énormément d'expéditions sur les deux pôles. Et notre caméraman, Bertrand Delapierre, qui nous suivait partout. Et Zoé Koenig, une scientifique qui est vraiment géniale aussi, et qui, elle, était très habituée à la mer et pas du tout à la montagne. C'était sa première expérience, elle a été géniale. Et qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure? On va le voir tout à l'heure, vous êtes déjà parti dans cette région du monde pour pratiquer votre sport de prédilection. Pourquoi est-ce que vous voulez aujourd'hui, vous, apporter votre pierre à l'édifice sur cette question précise du réchauffement climatique? On rappelle que l'an prochain, à Paris, il y aura une grande conférence sur ce sujet. En fait, j'ai pas envie d'être donneuse de leçons, je veux simplement présenter que pour moi, la nature, elle est très importante parce que je l'adore, c'est là où je puise mon énergie, où je passe vraiment les meilleurs moments de ma vie. Donc c'était par rapport à ça où j'ai été très sensible à la proposition de Luc Hardy à participer à cette expédition. Alors on rappelle le nom, hein, Pax Arctica, c'est le nom donc, de cette exposition. On a vu des images, il y aura un documentaire. Alors il y a 5 ans, vous aviez déjà participé sur ce continent même à une expédition de base jump. En juin dernier, vous aviez sauté, on en avait parlé dans 64 minutes sur TV5 Monde, du Cervin, en Suisse à 4478 mètres. À l'aide d'un simple wingsuit, une combinaison aérodynamique. On va regarder les images, si vous le voulez bien, et vous allez la commenter parce que, je vous avoue, je ne suis pas le seul, on n'en revient pas. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Le Cervin, c'était une grande première, c'était un rêve depuis 2009 parce que j'ai eu la chance de snowboarder la face de neige qu'on voit en dessous de moi, là, la face est du Cervin. Et c'est là où je me suis dit, la face, elle est assez raide pour pouvoir voler au-dessus. Et j'espère qu'un jour, les wingsuits seront assez performantes pour pouvoir partir du sommet du Cervin. À l'époque, c'était inimaginable. Et grâce à mon partenaire de wingsuit qui a vraiment travaillé sur des meilleures performances, sur des départs pour pouvoir vraiment s'éloigner vite de la falaise, je me suis sentie assez en sécurité sur mes vols pour pouvoir ouvrir ce saut du sommet du Cervin. Qu'est-ce que vous ressentez tout là-haut? Tout là-haut, c'est juste magique parce que, en gros, on a décidé de monter pour aller voir si c'était possible de sauter du sommet du Cervin sans être sûr à 100% que c'était imaginable. On espérait trouver un départ. Je dis on parce que j'étais avec mon ami Julien, avec qui je pratique la montagne et le base jump depuis plus de 10 ans, en qui j'ai une totale confiance. Et on était accompagnés de 2 amis guides en cas de redescente, en fait, parce que j'avais peur qu'on soit trop fatigué après avoir fait une grande ascension, chercher un départ au sommet du Cervin. Je me suis dit peut-être qu'on ne serait pas assez bien pour prendre les bonnes décisions après pour redescendre. Donc on était une bonne équipe et finalement on a trouvé un départ au sommet du Cervin. C'était juste magique, c'était presque un hold-up, je dirais, parce que c'était presque trop facile. Quand on est arrivé sur les différents points que j'avais repérés en allant tourner avec mon avion autour du Cervin régulièrement, le premier endroit partait pas et le deuxième, c'était juste un départ parfait. Alors je vous avais posé la dernière fois la question, je sais que ce sont des questions redondantes qui parfois vous agacent, vous les sportifs que l'on appelle sportifs de l'extrême, mais il doit y avoir un stress quand même énorme avant. Qu'est-ce que vous dites quand vous vous lancez? C'était un gros stress, je dirais. On est tendu de toujours garder assez d'énergie justement pour le saut parce qu'on sait que ça sera un saut technique. Donc tout au long de la montée déjà, on essaie de garder de l'énergie. On essaie de rester très posé, pas se mettre la pression et on savait qu'il y avait possibilité de redescendre à pied. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en avait pas vraiment parlé à qui que ce soit, parce qu'on voulait pas du tout se mettre la pression pour les images lors de ce saut. Et donc ce saut va donner lieu à un documentaire qui sortira pour les 150 ans de la première ascension du Cervin en juin 2015. Et on est en ce moment en train de retourner des images en fait parce qu'il nous en manque pas mal, vu qu'on n'a pas voulu faire des images
sur toute la préparation et pour pas se mettre la pression justement pour ce saut. Alors voilà, donc maintenant pour vos performances sportives, revenons si vous le voulez bien à l'expédition. 5 semaines, donc plus d'un mois, dans l'Antarctique. Comment se passaient vos journées? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au regard de l'objectif qui a été fixé? Rappelons qu'il y aura bientôt des travaux qui seront publiés à ce sujet. Ça, on posera la question à Lucardi un peu plus tard. Mais vous, concrètement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, surpris justement s'agissant de la mission de départ? J'ai trouvé que c'était des régions qui ont été qui sont juste magiques, qu'il faut absolument Ouais. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Quel était le quotidien justement? Le quotidien, des mesures, alors on a avec Zoé Koenig, le travail principal, c'était de déposer des bouées à certains points en fait dans les océans pour faire des études sur les courants. Ouais. Donc là, Zoé est en train de travailler sur ces points-là. Luc, c'était vraiment de prendre un maximum de photos sur les différents endroits où on s'est arrêté sur le tracé de Shackleton, donc en commençant par Elephant Island, la traversée de la Géorgie du Sud qu'on a fait tous ensemble à pied, où là j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir ce sommet du Trident et rider des autres couloirs sur la traversée en étant accompagné du reste de l'équipe. Et ensuite, on a eu une chance supplémentaire et incroyable, c'est de pouvoir accoster au Sandwich Island sur un volcan et pouvoir faire l'ascension et rider aussi ce volcan encore en activité. Merci beaucoup Géraldine Fasnacht, sportive, aventurière suisse. Merci à vous. On aura l'occasion de reparler donc de cette expédition qui s'appelle Parks Arctica. Il y aura donc le documentaire dont on n'a pas encore le titre, mais dont on a pu voir des images exclusives grâce à vous, Géraldine Fasnacht. Merci à vous d'être venue témoigner sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci.